Mesdames, Messieurs et cher public, l'association Tribun est très fière aujourd'hui de vous accueillir dans l'Amphi Jaurès pour son prix annuel d'éloquence. Aujourd'hui, on sélectionne 3 orateurs, 2 discoureurs et 1 jouteur, qui, je le pense réellement, ont toutes leurs chances à la fois de représenter les tribuns, mais aussi de représenter Sciences Po Toulouse au prix national. Donc, pour ce qui est des jurys, nous avons 2 jurys aujourd'hui. Donc, notre cher professeur d'histoire, Monsieur Canovas. Ensuite, nous avons un second jury qui était déjà là pour le prix Jaurès l'année dernière, Monsieur Richard Galbet-Delors. Par contre, ce mal de tête là, c'est compliqué. Pourtant, vous aviez bien cet ami attentionné qui hier soir vers 1h du matin vous a dit « Attends, c'est quand même le 5e verre de vodka orange, il va falloir se calmer, tu vas finir en sous-vêtements dans la rue à courir à 3h du mat. » Mais vous n'avez pas écouté. Non, vous lui avez répondu « Non, t'inquiète, je tiens l'alcool. » Regarde, jusqu'ici tout va bien. La France a peur. La France a peur. Depuis quand, me demanderez-vous? Depuis Charlie Hebdo? Depuis la fin des 30 Glorieuses? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? De la Première? Depuis la fin de la Commune? Depuis celle de la Révolution? Non. La France a peur depuis bien avant sa naissance et depuis bien avant son essence. Voilà. Moi, quand j'entends le mot prier, je m'adresse à Dieu, à une force supérieure. Ce n'est pas que le jury ne m'est pas supérieur, en aucun cas. Mais ça, je m'adresse à une force divine, à quelque chose que je ne peux pas expliquer. Prier, c'est bien plus qu'un simple Bourdieu. Prier, c'est bien plus qu'un simple Guidenne, c'est bien plus qu'un simple sociologue. Prier, c'est demander le salut pour son âme. Je l'ai déjà dit, mais je pense que, fondamentalement, prier, c'est demander. Mais permettez-moi de notifier une chose. Ceux qui affirment une chose pareille ne vivent pas oppressés, ne respirent pas l'odeur de la haine environnante, ne voient pas l'injustice dans toutes les rues, n'entendent pas des réflexions désobligeantes, n'attendent pas des mesures qui n'arriveront jamais. Ainsi, mesdames et messieurs, je profite de cette tribune non pour représenter ceux qui vivent à genoux là où ils peuvent garder la tête haute, mais ceux pour qui, debout à genoux, leur lendemain est toujours incertain et défendre le contraire pour eux représenterait un si grand égocentrisme hautain. Alors oui, pourquoi devrait-on mourir? Hein? Pour de grandes causes, pour des choses belles, grandes et sublimes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand on est sûr de notre grandeur, vivre à genoux, ce n'est pas un problème. C'est savoir considérer les choses qu'on a à cœur. C'est se foutre des futilités, des choses anodines. C'est par exemple cet individu qui veut faire son footing en soir, mais il pleut. Au lieu de rager, de bisquer, qu'est-ce qu'il fait? Il reste chez lui, il fait des pompes. C'est quelqu'un de pragmatique. C'est ça qui permet de se foutre des choses. Or, c'est le contraire du réalisme. Le réalisme, c'est justement savoir que toutes ces choses existent et ne pas s'en foutre, parce que nous ne pouvons jamais nous en foutre vraiment. Lorsque vous passez à côté d'un mendiant, sous les murs du Capitole, je vous défie de vous en foutre. Je sais que, même si vous passez sans le regarder... Vous n'avez pas le monopole du cœur, vous n'avez pas le Mesdames les membres du jury, chères contradictrices, mesdames et mesdames, l'homme est une femme comme les autres. En premier lieu, je préfère vous prévenir. Ce discours s'inscrira dans la droite lignée de la pensée féministe. Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir et Jean-Marie Bigard. Tout d'abord, commençons par cerner le sujet. L'homme est-il une femme comme les autres? Bon, l'homme est sans majuscule, on parle donc ici d'égalité des sexes. Pour ceux qui n'ont pas eu l'immense plaisir de lire Judith Butler, celle-ci propose une thèse intéressante à la fin. Vous êtes tous des sales sexistes. Soyons clairs, si toi, contradicteur, qui révise actuellement ton discours, oui, je te vois, tu penses que l'homme n'est pas l'égal de la femme, et inversement, alors laisse-moi te dire que tu ressembles moins à un orateur qu'à un programme de François Fillon. Mais je prévois, et en cela, bon, je l'espère, être plus proche de ta pensée, un argumentaire du genre « Mais l'homme n'est pas l'égal de la femme, pas encore du moins, regardez, tout va mal, il y a encore des gens qui mouillent leur brosse à dents avant de se laver les dents. » L'homme, le mâle, le dominant. Non, Arthur, non. Non, tu n'as pas osé défendre une telle idée. C'est dommage, avec ta voix si masculine, ta stature si imposante. Non, non, quelle touche de féminité t'a donc piqué.
mets une plaidoirie pour défendre cette idée de Marx, ce capitaliste moustachu, ce comique de tout temps. Non, évidemment, ce n'est pas Karl Marx, qui s'est ainsi essayé aux citations douteuses, reprises incognito pour en faire des sujets scandaleux. Non, évidemment, ce n'est pas lui, un américain célèbre, le fameux Groucho Marx. C'est le même qui s'est exclamé dans ces mots, et attention, c'est subtil, la politique, c'est l'art de chercher les problèmes, de les trouver, de les sous-évaluer, et ensuite d'appliquer de manière inadéquate les mauvais remèdes. Quel très brillant, n'est-ce pas? Quelle élégante citation! Mais quel con! En plus de cumuler les défauts, c'est un Américain capitaliste qui s'appelle Marx, et comme quoi le nom ne marche pas trop. C'est un parfait idiot! Évidemment. Enfin, finalement, si on pense au destin en tant que déterminisme, là je vois finalement l'auditoire qui est précomposé de la moitié de femmes. Logiquement, en tant que femme, le destin est déjà une forme de punition si on lui donne cette dimension pratique. Non, mais c'est... Attention, il y a un sens caché. C'est-à-dire que finalement, ce destin, c'est déjà le fait que finalement, il est une punition parce que le fait d'être femme aujourd'hui, c'est quelque part, malheureusement, une punition. Parce que, par exemple, comme il a été cité tout à l'heure, comme Osama le disait, voilà, 25% de moins, on accepte l'unité, autant finalement de raisons qui font de ce déterminisme quelque chose de punitif en les hommes. Je pense que justement, quand tu dis qu'il faut prendre conscience du rôle que donnerait le destin si quelque chose existe, justement, c'est très important parce que c'est en prenant conscience de ce rôle, parfois en l'acceptant, qu'on peut mieux le saisir et, dans certains cas, le combattre. Je vous prie de sortir papiers et crayons, le cours a commencé. Écoutez bien, vous allez apprendre des mots. Dieu est mort, disait Nietzsche aux Aphories 108 et 125 et dans l'Hypertéchos 343. Ce qu'a voulu exprimer le philosophe à travers cette quintessence antinihiliste, jeunes gens, une idée, c'est que la foi chrétienne perdait du terrain de façon inaccessible en portant la morale avec elle. Pour se venger, Dieu tout existant, Chuck Norris, Zlatan, Bourdieu, décide de donner une pancarte en mai 68, mais à qui, monsieur? Vous pouvez me le dire peut-être? Non, j'en étais sûr. Un jeune étudiant paumé qui a trouvé le bon plan pour valider son année sans rien branler, comme vous, jeune homme. Sur laquelle il écrit Nietzsche est mort, signant de sa propre main la main de Dieu. Cette transposition inversée hématopoïétique renferme un double sens. Le premier, évident, renvoie à un fait du monde établi. Il a cassé sa pipe, il est 6 pieds sous terre, il mange les pissenlits par la racine. Le second, caché, plus pernicieux, est appelé un colibet. Une coquinatise. Envers un homme qui a pu croire qu'il pouvait alléguer des affirmations qui le dépassaient sans en subir les conséquences, qui a paraphrasé l'accroche, morcelant la portativité par laquelle l'arabisant gravitationnait. J'en ai perdu quelques-uns, peut-être. Pourtant, mon intime conviction est que lorsque les cris de folie et de douleur de l'habitant de Leipzig se sont tus, il n'y avait pas plus d'être divin pour signer sa nécrologie que je n'ai de contradicteurs compétents dans mon discours. Non, Dieu n'a pas tué Nietzsche. Mais vous, non, nous tous, nous avons tué Dieu. Dites-moi maintenant, dites-moi, où sont la bonté, la compassion, la grâce, la miséricorde, la vertu que prône le livre? Sont-elles dans ce sujet qui se moque de la mort d'un des plus grands philosophes de l'Europe moderne? Parce que, c'est marrant, il a dit Dieu est mort et il est mort. En poussant la réflexion plus loin, on arrive à s'interroger sur d'où vient l'espoir. Cette faculté nous vient de la partie cognitive de notre corps. Celui-ci a cette capacité de nous mettre dans une zone de confort pour nous rassurer, pour nous rendre heureux. Le cerveau étant essentiel, primordial pour vivre, on peut de ce fait affirmer que le cerveau est ce qui nous faisait vivre, dont nous vivons, n'est que mensonge et tromperie. Le mensonge est omniprésent. Les livres, les films, les publicités nous mentent à longueur de journée. Non, ta voisine de palier n'a certainement pas les attributs physiques de Ketnos. Non, elle ne viendra sans doute jamais chez toi au prétexte que tu as un Kinder Bueno ou que ton parfum sent extrêmement bon. Et non, vous ne vivrez jamais heureux et n'aurez peut-être aucun enfant. Mais tout ce que je dis paraît évident, n'est-ce pas? Alors arrêtons de nous voiler la face avec ce genre d'artifice et ayons le courage d'observer la réalité en face, car celle-ci est sans doute beaucoup plus vraie que ce que nous imaginons.
Eh bien, cher ami, si vous buvez la pression tant que ça pour pouvoir la subir ensuite, hein, sans doute, j'espère que vous avez pris un bon coup avant de venir parce qu'on va s'amuser. Qui a dit que je passais ma vie à boire? Mais la pression, monsieur, la pression, c'est quelque chose qui est certes tous les jours, mais on ne boit que quand c'est vraiment nécessaire. On boit la pression que quand cette dernière est trop forte. C'est ça la vie. C'est ça, c'est boire avec les copains, quand on a un partiel avec Burgo et quand on sait qu'on va avoir 6, parce que le sujet c'est 1888. Je ne sais pas. Alors, il n'y a qu'une seule question, où est-on ici? Est-on dans le sud-ouest ou je ne sais pas où, dans le nord en Belgique, n'importe quoi où on boit des bières? Ici, on boit du Ricard, monsieur, et pas de la pression. Du Ricard! Monsieur, je viens du sud-est. Chez nous, c'est le pastis. Et le pastis, c'est la vie. Mais si je peux me permettre, on pourrait aussi essayer de faire un dépassement complet de la question. Et là, j'en appelle un des plus grands penseurs, intellectuels, philosophes de notre temps, Henri de Lesquen. Faut-il dépasser la pression? Et là, tout est la question. Oui, l'arbre que la hache coupe a le même roi que son ange. Mon cher contradicteur, ne dites pas le contraire. L'action de l'homme sur la planète est néfaste. Par la nature, par le bois, par l'acier, l'homme crée les arbres de sa destruction. Il détruit la nature pour construire des gratte-ciel qui, pour finir, sont réduits en cendres. L'homme devient l'objet de sa propre destruction, non seulement par l'arme, par la guerre, mais également par sa propre culture. Dans la citation du rappeur Medine, la hache, symbole de la culture humaine, vient abattre l'arbre, symbole de la nature. Mais alors vient cette question existentielle que tout homme se pose quand il se retrouve face à la mort d'un arbre. Bien, est-ce que celui qui coupe l'arbre, le manche de sa hache ne serait-il pas fait du même bois que le dit arbre? Alors, face à un tel dilemme, tout de suite, j'ai contacté ma sœur, évidemment. Alors je lui déclare comme ça, Océane, l'arbre que la hache coupe ne serait-il pas fait du même bois que son manche? Et elle me répondit de suite, bah non, sinon l'arbre serait déjà coupé, ta gueule. Perdu dans l'empêtrement de mes pensées, au beau milieu de la boîte de nuit, je choisis alors de me tourner vers mon plus proche conseiller. Mais le voyant danser d'une manière déplacée, des ondes très proches du sol, je me suis alors dit que mon colocataire Antoine n'était peut-être pas l'homme. Mes pensées divaguaient de nouveau, se perdaient dans des rêves interdits, des noirs désirs qui m'écartaient de la vertu, de l'honnêteté et de l'amour. Je ne veux pas être ce poète maudit, je veux être ce poète aimé. Je ne me morfondrai pas en choisissant le mal. Après tout, je ne suis qu'amour, je ne suis que bien, je ne suis qu'innocence. Je mérite d'être heureux. Du plus profond de mon être, de mon âme et de mon cœur, je le sais, je le vis, je le sens. Peut-être ce comportement satisfait-il leur vanité. Peut-être donnera-t-il un semblant de romantisme. Mais cet intérêt sincère et cette véritable passion qui anime tout rapport amoureux manquera toujours. Dans ce monde, il y a deux sortes de romantiques. Ceux qui seront prêts à tous pour vous et ceux qui feront n'importe quoi pour vous avoir dans leur lit. Je vous souhaite... Je ne viens pas uniquement ici pour faire un discours. Je viens pour mettre le doigt là où ça fait mal, face à cette procrastination active dont nous faisons preuve, face à la xénophobie et le rejet. Nous devons montrer à Malika et à Madou qu'ils ne peuvent non pas uniquement espérer en ce qui leur est interdit, mais nous devons lever ces interdits. Pour le moment, ils espèrent, mais si certains d'entre nous continuent à leur cracher au visage, ils n'espéreront plus. Et alors, il ne faudra pas s'étonner si demain, petits frères ou petites sœurs se révoltent. Oui, l'oppression du grand capital, les chaînes du salariat marche, Bakouni. La totale. Bon, du coup, pour commencer, nous parlions de Mandela. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a dédié sa vie au combat pour la liberté, entravé notamment par les chaînes de l'apartheid. Et qu'il est passé 27 ans en prison pour ce combat. Or, réfléchissons une minute.
Ce n'est pas avec sa libération en 1990 que son combat a pour autant été conclu. D'autant plus lorsque l'on peut faire appel à de nombreux arts préexistants. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Ainsi, grâce à la musicalité de ma voix combinée à un texte poétique, vous venez d'être convaincu par le maître chanteur que je suis de rester suspendu à mes lèvres. Alors que pour discourir, je sens naître des étoiles dans les yeux de certains. Discourir, à l'écoute de ce beau enjôleur. Cela me rappelle ce que me disait ma professeure de français, en première, il y a déjà 5 ans. Vous savez parler, mais vous n'avez aucune analyse. Vous devriez faire Sciences Po. C'est réussi, mais l'essentiel reste de belles paroles pour masquer la vacuité d'une analyse parcellaire, superficielle et indigeste. Regardez, vous êtes la rue des Kebabs. Vous savez ce qui va se passer. Vous êtes à 500 mètres de l'Oasis, vous avez 5,50 € en poche, c'est parfait. S'il te plaît. Ensuite, une fois que vous évoquez kebab, c'est pas aussi bon que quand vous l'attendiez. Quand vous le regardiez de loin, vous sentiez son odeur. Le plaisir n'est bon que quand on l'attend, qu'on se délecte. Vous comparez le beau à des kebabs. Vous cueilleriez donc la fleur la plus moche. Je ne l'accueillerai pas. Je prendrai ma copine par la main, et nous allons dans le parc, et nous regarderions la plus belle fleur que nous aurons jamais vue. Et si Pensez à Fidel Castro, pardon, qui part avec 82 types sur un bateau pour Cuba, qui est un peu trop éloquent, sans doute, parce qu'à l'arrivée, il se retrouve avec un peuple qui est d'accord avec lui, qui va se battre contre le dictateur Batista et finit à la tête d'un pays de 7 millions d'habitants. Pour passer ses week-ends tranquilles, vous avouerez qu'on a déjà trouvé mieux. Et puis être trop éloquent, cela nous amène des fois à des résultats inattendus. Le moi, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez gagner. Donc je disais, ce discours de M. Macron a sans doute fait beaucoup rire, mais le degré d'éloquence était malheureusement un peu trop élevé pour être pris au sérieux. Dénudons l'éloquence, dénudons-la de ses apparats, de ses mimiques, de toutes ces choses qui nous dégoûtent d'elle et qui la rendent imblairable et pompeuse. Brisons les codes de l'éloquence. Au bûcher, les anaphores, les allitérations et les métaphores, voyons l'éloquence en sa nature profonde, en sa quintessence. Moquons-nous d'elle, insultons-la si c'est nécessaire, regardons-la avec le dédain, puis toisons-la pour lui rappeler qu'elle n'est rien. Et maintenant, suis-je dangereux? Car devant votre jugement, je ne suis absolument rien, et l'éloquence que je viens d'exposer non plus. Dans la plus grande aventure, à la recherche de ce temps perdu, un voyageur malade espère que la nuit soit déjà finie. Trompé par une lumière artificielle qui s'éteint, il fait erreur. La nuit ne vient que de commencer, la souffrance avec elle, montrant que rien ne ressemble plus à un début qu'une fin, que ce que nous pensions mesurer, dominé par la pensée, nous échappe, la mesure du temps nous échappe. Existe-t-il encore une genèse et une mort, un début et une fin? Ne sont-ils que des artefacts trompeurs ou de pures conventions? Alors, après en avoir longuement délibéré, le jury est parvenu au classement suivant. Pour les discoureurs, numéro 1 et vainqueur, Charlie Chotard. Numéro 2, Arthur Goudard. Numéro 3, Sonia Chaban. Numéro 4, Osama Mechengen. Et numéro 5, Édouard Fougère. Juste pour les discoureurs, étaient également classés messieurs Ribeiro et Limongi et mademoiselle Banus.
Alors, catégorie joute. En 1, Philémon Oroué. En 2, Samuel Monteuil.